Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous les ruralistes, salut à tous les petits bouseux et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler un peu de cette petite sortie estivale que fut le codex Agent de l'Imperium. Alors c'est un codex un peu à part à tous les niveaux. Il était à vrai dire plutôt attendu ce petit ouvrage par tous les amoureux de la période un peu V3, V4 où Game Workshop avait un peu inauguré ces petites séries spéciales Inquisition et Agent avec des codex un peu emblématiques comme Chasseur de démons, Chasseur de sorcières, etc. Ces codex à l'époque je les avais lus, on me les avait prêtés, mais bon les mecs ça doit faire presque 20 ans. Donc les souvenirs sont assez diffus et il faudra pas trop compter sur moi pour faire le parallèle entre cette nouvelle version et les anciennes. En tout cas, de mémoire, on reste tout à fait dans la même veine. Et à vrai dire, si ce petit codex a quelque chose en plus par rapport aux autres, au sein du rythme de parution de la V10, eh bien c'est qu'il est beau. Il est mignon tout plein. On est sur un codex qui, à mon avis, oui, à cette heure, est le plus chouette sorti en V10, que ce soit un peu dans sa charte graphique, dans les photographies ou dans le lore. C'est un petit bonus, c'est un petit codex bonus qu'on a bien plus de plaisir à parcourir que le tout venant comme un codex Space Marine par exemple. On est sur une petite fraîcheur quelque part. On est sur un ouvrage tout à fait sympa qui brille par son aspect mais qui, nous le verrons plus tard, pêche un peu sur sa partie règle. Et à vrai dire, tout le monde l'attendait un peu comme ça, ce codex Agent de l'Imperium. Tout le monde voyait voilà un bouquin sympa en termes de lore, pourquoi pas qu'il fasse avancer un petit peu le lore également. Bon, de ce point de vue, c'est évidemment raté, mais voilà, il y a personne qui s'attendait à grand chose du côté des règles. C'est bel et bien le cas du côté des règles et de la manière de jouer cette faction. On est sur quelque chose de relativement anecdotique. Néanmoins, parcourir ce petit bouquin, ça fait bien plaisir parce qu'on y retrouve naturellement cette part véritablement la plus obscurantiste de l'Imperium. On a parlé d'Inquisitor assez récemment, ici on continue un peu dans la même veine, on est un peu dans l'abus de pouvoir, on est dans les bas-fonds, on est voilà dans ce que l'Inquisition a de plus terrible. En tout cas, en termes de lore, si, je veux dire, l'initié n'apprendra pas grand-chose de plus, c'est un ouvrage assez idéal à confier, par exemple, à un débutant, à un mec qui découvre l'univers de 40 000. Il aura vraiment sous la main tout ce qu'il lui faut pour comprendre un peu les mécanismes secrets de la fange la plus puissante de l'Imperium. Et donc, à ce titre, on a un bouquin quand même qui est pas vraiment avare en termes de contenu. On a beaucoup de petites nouvelles, on a beaucoup de lore, donc vous saurez tout naturellement sur l'histoire de la création des différents ordos, leur manière de fonctionner, et surtout, là, ça va s'impacter sur le champ de bataille, comment finalement ils procèdent à leur recrutement. En gros, un inquisiteur, quand il a une mission à accomplir, comment il fait, qui c'est qui va voir, qui c'est qui recrute, à qui fait-il appel. Donc le bouquin couvre vraiment bien la chose. Du côté charte graphique, on reste vraiment dans on va dire dans le style jaune blanche un peu. En tout cas, ils ont fait du bon boulot, vraiment, ils ont fait du bon boulot sur ce bouquin. L'habillage est vraiment très présent. On a des illustrations magnifiques, notamment on a vraiment des pages pleines, par exemple, avec des illustrations d'assassins qui sont de toute beauté. C'est vraiment stylé quoi. C'est vraiment un petit bouquin agréable comme tout à parcourir. Il ne nous apprendra pas grand chose de plus, mais ça fait toujours du bien de se replonger un petit peu là-dedans. Et donc du côté du lore, le truc a été divisé en 4, donc le livre de l'extraterrestre, le livre de l'hérétique, etc. Donc là,
vous saurez vraiment tout à propos des différents ordos. Et donc, le bouquin s'efforce d'intégrer dans ses pages les unités qui vous seront proposées au jeu, comme la Death Watch, les Sœurs de Bataille, les Chevaliers Gris, etc. Donc, à l'issue de la lecture de tout ça, on y voit plus clair et on se dit, ok, une armée entièrement affiliée agents de l'Imperium peut exister et elle va prendre telle ou telle forme. Après, est-ce qu'elle a des règles suffisamment bien écrites pour pouvoir véritablement la jouer? Là, c'est un autre problème. En tout cas, on part sur quand même un bouquin plus généreux que la normale en termes de lore. Là, je l'ai sous les yeux, on peut compter à peu près quand même une bonne soixantaine, cinquantaine, soixantaine de pages dédiées au lore, donc ce qui est vraiment la moyenne haute dans les codex actuels c'est assez inégal là-dessus. Le lore dans les codex V10, ça va de OK à plutôt bon ou alors au néant absolu. Le champion du monde à ce titre, ça a été le codex Tyrannide qui là, c'est simple, en termes de lore, ne vous offrait absolument rien. Donc là, on est plutôt quand même dans le bon élève. Le bon élève en termes de lore, une bonne cinquantaine de pages, c'est quand même pas rien. On parcourt la chose agréablement. Et naturellement, on y retrouve autre chose qui avait fait le succès des ouvrages précédents, sortis il y a bien longtemps. Ce sont les visuels. Et là, ils se sont pas ratés. Le studio de photo, et évidemment, vous avez des trucs extrêmement iconiques, par exemple des Grey Knights qui interviennent dans une cité en flammes face à une horde de démons, l'Ordo Hereticus qui fait face à toute une marée de cultistes qui ne demandent qu'à recevoir les bienfaits d'un lance-flamme, la Death Watch également, enfin bref. Et côté visuel, également, c'est un gros succès. Tout est iconique là-dedans. On voit quand même poindre l'Arbites, qui parfois, tu vois, on se dit, qu'est-ce qu'ils foutent là, les CRS, dans une cité en flammes, envahie de démons? C'est pas vraiment leur champ d'action de prédilection, je pense. Voilà, il y a deux, trois trucs quand même qui dénotent. Parfois, on voit des libres marchands au milieu de tout ce bordel. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les gars, quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent là? En tout cas, la partie visuelle est quand même très sympa. Et du coup, on peut en profiter pour parler également de figurines. Alors, du côté des figurines, cette sortie Agent de l'Imperium, en nouveauté, c'est simple, il n'y a eu que dalle. Ils se sont contentés de faire un nouvel inquisiteur côté Az qui a été jugé absolument immonde par l'intégralité de la communauté. Voilà, c'est fait. Et du côté de l'offre commerciale, ils nous ont fait quand même des petites Battle Force agents de l'Hyperium qui étaient chacune axées sur un des ordos en particulier. Donc c'était des boîtes quand même relativement sympas, parfois un peu foutraque, tu vois. Tu t'achètes la boîte, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Bon, il y avait pas l'offre commerciale un peu bancale, mais de toute manière à l'image de ce codex entier, nous allons le voir. Monter une armée agent de l'Imperium, c'est un projet bancal complètement. Vraiment, c'est ni fait ni à faire. On se demande. Finalement, quand on lit les règles, après, dont on parlera plus tard, on se pose également la question sur la viabilité à long terme de ce genre de projet. Là, tu te dis, ok, Game Workshop a fait l'effort en V10 de nous resservir ce genre de petites factions, mais voilà, est-ce que dans une, voire deux versions, ce sera encore jouable? Est-ce que ce sera encore viable? On a un peu tendance à penser que non. En termes d'actualité, on est sur quelque chose un peu à la masse. Par exemple, les Grey Knights, on est quasiment sûr que courant V11, voire même fin de V10, la gamme sera, je pense, actualisée. Parce que en l'état, les figurines de Grey Knight, franchement, si on devait me dire, ok, tu dois choisir une faction dans Warhammer 40 000 qui a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'un coup de neuf, pour moi, c'est celle-ci en priorité absolue. Je trouve vraiment que les figurines désormais font pitié. Non pas qu'elles ne soient pas jolies, en vérité, elles ont même gardé pas mal de charme. Mais alors, on est complètement en dehors de l'espèce de resizing global qu'a eu le jeu. Vous prenez un Terminator Grey Knight, eh bien, il est beaucoup plus petit qu'un Primaris Intercessors, tout bête, quoi. Et ça, sur un champ de bataille, putain, moi, ça me pique les yeux.
une fois pour le fun, j'avais fait un Custodes versus Grey Knight. Quand tu vois la taille des Terminator Grey Knight par rapport à, par exemple, à mon Capitaine Rempart, mais putain, ça fait pitié. Enfin, j'avais l'impression de couper du farfadet, quoi. Ouais, la gamme Grey Knight, elle a vraiment besoin d'un coup de lifting, c'est une certitude. Et à vrai dire, dans ce codex, il y a pas mal de choses comme ça, y compris par exemple les unités de la Death Watch. Donc la Death Watch à 7 heures n'a toujours pas été primarisée. On a des règles pour pouvoir jouer des unités primaris Death Watch, mais côté offre commerciale, là c'est simple, c'est en mode tu te démerdes, quoi. Les seules références qu'on trouve vraiment avec le sigle Death Watch, ce sont encore des Firstborn, donc avec les anciennes Kill Team. Donc dans ce codex, on va trouver un petit peu de tout ça. C'est des unités un peu désuètes. Et c'est vrai que là, ne serait-ce que sur les visuels officiels du codex, il y a quand même 2-3 trucs qui piquent les yeux. Quand vous mettez des Terminator Grey Knight à côté d'Adeptus Arbites et que vous vous apercevez qu'ils font la même taille, tu te dis ouais putain, il y a quand même un petit truc qui cloche, quoi. En tout cas, ces Battle Force là qui sont sortis, qui regroupent les différents ordos, je croyais à une sortie collector, un truc qui allait pas durer longtemps, mais en vérité non, c'est toujours dispo. C'est quand même des boîtes qui vous sont proposées à des tarifs plutôt avantageux, dès lors qu'on y plutôt avantageux. Putain, cette liaison dangereuse que je viens de faire là. Bref, ces Battle Force sont quand même plutôt sympa, mais ça dépend des besoins que vous avez. C'est le genre de boîte qu'on peut s'imaginer acheter à plusieurs. Moi, ça a été mon cas. J'ai acheté la boîte de l'Ordo Hereticus avec un pote et on s'est un petit peu partagé les choses. Moi, j'ai pris de l'Arbites et des Sœurs de Bataille, par exemple, et lui a pris certains personnages, le petit blindé et blablabla. On peut quand même s'arranger comme ça parce que finalement, ce codex agent de l'Imperium, il vous propose de jouer de 2 manières différentes. Soit vous allez recruter, donc vous allez engager des unités comme alliés, ou soit vous allez jouer une force opérationnelle 100% agent de l'Imperium. Nous allons vite le voir, finalement, la première option est bien plus séduisante, bien plus facile également, c'est de jouer des alliés. Et donc, on va pouvoir commencer un petit peu à parler des règles. C'est que ces alliés vont être soumis à 2-3 restrictions. Vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez. Et donc, la règle d'armée des agents de l'Imperium, ça s'appelle agent assigné. Et ça vous permet, si toute votre armée a le mot-clé Imperium, d'avoir recours à des unités à l'engagement. Donc, ces unités, elles vont avoir plusieurs mots-clés. Nous allons trouver les unités suite, les unités personnages et les unités réquisitionnées. Et si je vous donne un exemple, par exemple à 2000 points, vous allez pouvoir engager 2 suites, des unités suites. Donc dans les suites, on retrouve plein de choses. Ça peut être l'Adeptus Arbites, ça peut être les libres marchands, ça peut être par exemple les sapeurs de la marine impériale. Ensuite, vous allez pouvoir avoir droit à 2 personnages. Donc dans ces personnages, on trouve des génériques et des nommés, des inquisiteurs, des navigators, des persos un peu cultes, comme Cotéaz, etc. Et ensuite des unités réquisitionnées où là vous n'en aurez droit qu'à une seule. Et là par exemple on y trouve les Sœurs de Bataille. Donc on peut pas, c'est pas non plus la foire, quoi. Quand vous jouez Garde Impériale par exemple, vous n'allez pas pouvoir réquisitionner 2 unités de Sœurs de Bataille. Il va falloir faire des choix. Par contre, dans toutes ces unités, vous allez avoir droit à un transport assigné gratuitement. Et les personnages, ça c'est un gros avantage du codex, c'est que les personnages un peu inquisiteurs, ils peuvent intégrer un peu tout et n'importe quoi. Un inquisiteur, il peut intégrer des Sœurs du Bataille, des sapeurs, de l'Adeptus Arbites, une suite inquisitoriale. Il y a quand même une certaine liberté qui est mise dans tout ça. Idem pour les transports. Les transports, vous pouvez choisir le Rhino ou la Chimère sans vraiment de restrictions. Donc on commence à voir des petits trucs sympas se dessiner. Les possibilités en alliés, elles sont vraiment innombrables. Et j'ai envie de dire, on va les choisir suivant plusieurs choses. Déjà, l'esthétique. Par exemple, une unité de Grey Knight, ça va pas coller partout. Si vous jouez, par exemple, une bande de gardes de Katachan en Marseille avec des cigares et des cartouchières, tu vois, on imagine un petit peu mal, par exemple, des chevaliers gris hyper glorieux ou des Sœurs de Bataille très bien maquillées marcher à leur côté. Ça va être une histoire de style, quoi. Mais les possibilités sont extrêmement nombreuses. Et moi, par exemple, ça a été mon cas pour mes custodes.
custodes, tu vois, quand je vois mon armée custodes, là, de 3000 points, je me dis, bon, ok, ils sont tous en armure dorée, il y a quelques frangines du silence pour un peu agrémenter les choses, mais c'est vrai que c'est un corps d'armée qui manque un peu de variété. Eh bien, cette armée, je lui ai adjoint les services de sœurs de bataille avec un immolator et également d'agents de l'Imperium avec 2-3 options de QG différentes. Donc, j'ai fait un prêtre, je me suis fait un petit inquisiteur Greyfax parce que j'adore la figurine. Bref, il y a quand même pas mal de possibilités. Donc, on va parcourir un petit peu les datasheets avant de parler de détachement ou de quoi que ce soit. Donc, les datasheets, assez peu nombreuses, mais quand même qui vous offrent pas mal de choses. Et on va bien le voir, dans ces datasheets et donc surtout dans les choix qu'on va faire en tant qu'allié, ce sont des éléments principalement narratifs. Dans toutes les unités qu'on va énumérer, on n'est pas sur du méta-killer, on n'est pas sur des unités qui vont pouvoir bousculer le déroulement d'une bataille. Par contre, on est sur des adjonctions sympas, c'est-à-dire des unités cool qui visuellement en mettent plein la vue et qui surtout peuvent développer l'aspect narratif d'une mission. Et donc là, on commence par le personnage de l'inquisiteur standard. Donc c'est un excellent exemple parce que l'inquisiteur standard, un générique, un nom nommé, sur une table, le mec, il va pas faire grand-chose. Hein. Il va donner une invue à 6 à votre unité. Wouhou, c'est la fête, tu vois. Donc déjà, il y a des unités qui ont déjà des invues, qui n'ont aucun bénéfice à recevoir ce type de gugus. Et éventuellement, la meilleure chose qu'un inquisiteur pourra vous faire sur une table, c'est de vous faire gagner quelques PC. À chaque fois que vous allez cibler l'unité de votre inquisiteur, vous jetez un dé sur un 3+, vous récupérez ce petit point de commandement. Donc tu vois, c'est quand même assez sympa, mais globalement, on parle d'un personnage pas cher du tout en points, on parle d'un personnage qui, militairement, ne servira à rien ou presque. Par contre, dans une petite bataille narrative, un petit scénario maison, un inquisiteur, c'est à lui qu'on va sans doute confier un rôle clé sur la table. On n'oublie pas que l'inquisition, elle est toute puissante. Même si vous jouez une armée de 3000 points, nul doute qu'en fait, ces 3000 points, ils répondent aux ordres d'un seul homme et ce sera lui. Donc en fait, quand vous développez une petite mission maison, un inquisiteur, ça va toujours être une source d'enjeux terribles. Et typiquement, si ce mec-là meurt, ça veut presque dire votre défaite. Donc sur une table, on va lui confier une tâche particulière. On peut lui confier une escorte bien burnée, hein, un inquisiteur, ça doit être quand même bien protégé. Et donc ce petit gars, au sein, par exemple, d'une escouade de Grey Knight, il aura toujours un rôle clé sur le champ de bataille. Il va devoir, par exemple, interroger un prisonnier, s'emparer d'une relique clé en plein milieu du champ de bataille. Voilà, là, ça dépend du scénario que vous allez mettre en place, mais un inquisiteur, on va toujours lui confier le gros rôle. En tout cas, il coûte pas cher en points, il fera pas de mort, ça c'est une certitude. Et voilà, donc un inquisiteur, là, vous avez un champ libre pour l'écriture, c'est qu'est-ce qu'un inquisiteur fait dans mon armée. Et donc ça, ce sera sans doute le point de départ de votre petit scénario maison. Et donc ensuite, on enchaîne sur les inquisiteurs nommés. Donc là encore, on part sur des personnages assez peu impactants, mais qui par contre, en termes de lore, ont beaucoup de poids. Et surtout ont du poids un peu dans le lore récent. Donc côté Az, par exemple, c'est un inquisiteur un peu plus burné. Lui, il a quand même une habilité vraiment sexy, c'est que à chaque fois que votre adversaire va gagner un point de commandement grâce à une aptitude, vous jetez un dé sur 2+, vous en prenez également un. Donc admettons, vous affrontez une armée d'Esgard. L'armée d'Esgard a par exemple un intendant qui vous permet de regagner des PC en début de tour. S'il y arrive, vous aussi sur un 2+. Donc ça, c'est quand même très cool. Côté Az, idem, c'est un personnage pas très cher en points. Il peut quand même, il a son gros marteau tueur de démons qui peut mettre quand même des bonnes tatanes. Mais idem, c'est un personnage à qui on va confier quelque chose de particulier. Idem pour, par exemple, Greyfax. Alors Greyfax, moi, c'est une figurine que j'adore. Par exemple, vous lui faites l'idée des sœurs de bataille. Franchement, ça a une gueule terrible. Greyfax a quand même des règles plus sexy, c'est-à-dire qu'elle est un peu, psycheur, elle est un peu anti-psycheur sur les bords. Donc là, on parle de personnages quand même qui ont été développés pas mal du tout dans le lore récent. Donc Greyfax, naturellement,
naturellement a eu son mot à dire durant tout l'arc Gathering Storms. Elle a même été directement impliquée dans la résurrection de Roboute Guilliman, tandis que ça a une autre petite frangine, l'inquisitrice Draxus, avec son petit mini-dragon, là, elle est très impliquée dans la lutte inscrite dans le Nexus Paria. Donc Draxus, idem, typiquement, c'est une inquisitrice qu'on va pouvoir sortir dès lors qu'on affronte un peu du Necron. Si vous faites un petit Space Marine ou sort de bataille versus Necron, eh bien, une petite inquisitrice Draxus, elle sera de très bon goût. Shooter du Necron, c'est sa spécialité. Et donc, tous ces personnages ont des petites règles sympas. Et à vrai dire, il y a même des compétiteurs qui ont un peu lu entre les lignes. Et par exemple, Draxus, rien ne vous interdit de l'intégrer dans une escouade de gardes custodiens. Et une escouade de gardes custodiens, ça va lui donner une reroll des blesses à cette petite Draxus. Et elle a un tir psychique qui a blessure dévastatrice. Donc là, voilà, il y a quelques gars qui se sont emparés de ça pour faire du gros dégâts. Évidemment, quand on reroll le jet de blessure avec de la blessure dévastatrice, ce n'est pas rien. Cette petite meuf peut potentiellement faire beaucoup de dégâts. En tout cas, dans toutes les autres armées, elle fera rien du tout. Il y a qu'avec des gardes custodes où éventuellement elle peut faire des gros bobos. En tout cas, tous ces personnages, ils peuvent vous ajouter une petite dose de saveur supplémentaire. Et moi, à vrai dire, même si je suis pas fan de jouer des nommés, franchement, de temps en temps, se sortir une petite Greyfax, une petite Draxus, on sortira pas côté As parce que sa figurine est vraiment dégueu. Ou alors, à moins que vous n'ayez l'ancienne. Alors, l'ancienne était autrement plus jolie. En tout cas, c'est des petits éléments narratifs en plus qui vont se greffer dans vos missions, dans vos campagnes, dans vos croisades. Ça peut être tout à fait cool, quoi. Ensuite, on a des personnages un peu plus exotiques comme le navigateur. Encore un personnage assez haut en couleur, très cool, qui là également, voilà, qu'est-ce que fait un navigateur sur une table? En tout cas, en termes de règles, en termes de gameplay, idem, il va pas faire grand-chose, le mec, quoique il soit quand même assez développé. Si le mec a été pensé comme une espèce de répulseur psychique, il va jouer par exemple sur la table le même rôle qu'une squad d'infiltrateurs, donc il va être anti-FEP à 12 pouces. Ça peut être très cool, admettons, vous l'intégrez dans une petite escouade de cosmo-marins en armes, vous allez pouvoir avoir le mot-clé infiltration, vous allez pouvoir planquer cette petite escouade en plein milieu de la map, et c'est un répulsoir à FEP géant. Donc là, militairement, on peut quand même se servir d'un navigateur pour certaines choses, c'est plutôt cool. Et d'un autre côté, on a également ce bon vieux prêtre. Alors le prêtre, il y a plusieurs figurines là-dedans. Il y a le gros mec qui ressemble à une espèce de Jean-Paul II, un peu obèse et avec une masse d'armes. Donc lui, il est tout désigné, par exemple, pour conduire une escouade de sœurs de bataille, plutôt typé corps à corps. Vous mettez ce bon vieux prêtre avec des sacro-saintes. Là, franchement, on a une unité qui a une belle gueule, quoi. Et donc, ce petit prêtre, il leur donne quand même une petite touche soutenue. Et une fois par bataille, il va pouvoir s'énerver très fort et tenter sa chance au corps à corps. Le mec tape quand même pas du tout mal, pour un petit curé. Il est plutôt cool. Vous avez également une petite variante avec un lance-flamme qui est excellente, une très belle figurine. Bref, un petit prêtre. Voilà, dès lors qu'on joue un peu des sorts de bataille, là, c'est plutôt cool. Ensuite, on trouve cette unité nouvelle, donc cette unité d'agents inquisitoriaux. On en a parlé dans l'émission dédiée à Kill Team. Donc, le kit est très radin, ça vous permet pas de faire grand-chose en termes de figurines et surtout en termes de règles. Alors là, on est sur une unité qui ne sait pas tirer, qui ne sait pas faire de corps à corps, qui ne tank pas, qui n'a pas de règles spéciales vraiment décisives. Donc, vous la faites mener par un inquisiteur, là c'est simple, c'est une unité qui militairement n'aura rien à faire. À la première volée de bolter, elle va péter cette unité. Donc là, on rejoint les aspirations narratives liées à la figurine de l'inquisiteur. Cette suite inquisitoriale, elle sert juste de sac APV pour votre inquisiteur, dont le rôle narrativement sera potentiellement déterminant. Mais en tout cas, sur une table, dans une armée, qu'elle soit embarquée dans un transport ou pas, ces agents inquisitoriaux, on ne sait pas quoi en faire, et donc on va leur confier uniquement, je pense,
des vocations narratives. Voilà, cette petite unité est dans un bâtiment, elle est en train d'interroger un prisonnier ou un hérétique, elle est en train de fouiller les décombres d'une ruine pour y trouver quelque chose. En tout cas, ne la mettez pas en première ligne, sinon c'est punition définitive. Les mecs, voilà, hein, c'est des chips, ils ont pas de sauvegarde, ils ont rendu 3, ça sert à rien, hein, vraiment. Donc, cette unité rejoint vraiment la vocation narrative dont on parle principalement dans ce codex Agent de l'Imperium. Nous trouvons ensuite ces bons vieux sapeurs de la marine impériale. Idem, on en a pas mal parlé dans l'émission Kill Team. C'est une troupe très très bonne. Elle vous amène une bonne flexibilité, elle vous amène une bonne dose de punch. Elle a des règles assez pléthoriques hein, dans ses options d'équipement. Vraiment, on est sur de la très très bonne troupe qui peut un peu pallier au manque que vous avez dans votre liste Imperium. Et là, on rejoint quelque chose qui parfois peut être potentiellement un peu tendu en termes de règles. Par exemple, moi je joue Custo. Quand tu joues Custo, évidemment, t'as que des mecs de super élite. Eh bien, tu vas apprécier d'avoir un petit peu de troupes un peu plus volatiles, c'est-à-dire plus nombreuses, plus fragiles, mais qui ont une meilleure couverture sur la table, qui ont du tir de saturation dont on manque cruellement, et qui ont des petites règles spéciales qui vont pouvoir comboter à merveille avec, par exemple, des custodes. Donc là, on rejoint un aspect de l'alliance, c'est-à-dire on recrutait des alliés en fonction de ce qui nous manque stratégiquement dans nos listes. Donc parfois, ça peut être un peu breaker, un peu game breaker. Par exemple, des custodes, ça ne tire pas énormément. Eh bien, si vous vous adjoignez les services de chevaliers impériaux, donc ils ne sont pas dans ce codex, mais l'esprit est le même, quoi. C'est qu'on prend des alliés. Évidemment, si on prend un gros Knight Crusader qui a une énorme saturation de tir, on se dit ah putain, c'est quand même un petit peu trop facile parce que maintenant j'ai des custos qui démontent au corps à corps et j'ai une gun line d'arrière-cour qui défonce tout. Donc on se dit putain. Donc prudence avec les alliés. Ne jouez pas les alliés de manière à combler les manques de votre liste, quoi, parce que sinon c'est un peu dénaturer son ADN. Parce que si on se retrouve avec des custodes qui tirent beaucoup, l'ennemi en face, putain, il va un peu morfler. J'ai essayé ça hein, il y a pas longtemps, un peu innocemment, j'avoue, mais je m'étais mis un gros knight. Bon, on était sur un format de 3000 points, donc ça s'explique mieux. Mais j'avais un gros knight en plus de mes custodes. Bon, rétrospectivement, c'était un peu trop fort, quoi, parce que ce gros knight, finalement, il venait pallier au manque de tir, et donc je me retrouvais avec une liste qui à la fois tirait fort et tapait fort. Là, tu te dis, bon, c'est un peu cheaté, quoi. Donc, dans le choix des alliés, restez-en finalement à la valeur esthétique de la chose, parce que là, idem, une unité de sapeur de la marine impériale, elle va pas s'intégrer naturellement partout. Donc là, il faut conceptualiser la chose. Les sapeurs de la marine impériale, c'est quoi? C'est tout simplement l'équipage du vaisseau dans lequel a été déployée votre armée. Donc, est-ce que vraiment ils vont prendre part à la baston? Donc voilà, idem, là, il faut un petit peu conceptualiser les choses. Qu'est-ce qui va faire que ces sapeurs débarquent du vaisseau en même temps que vos forces de l'Imperium, qui, elles, sont dédiées à la guerre? Donc voilà, il faut un peu penser en amont à ce genre de truc, mais en tout cas, des unités de sapeurs, c'est assez précieux, hein. Les mecs ont quand même une petite reroll des blesses, elles peuvent avoir un pléthore d'équipements, elles ont des ignore cover, elles ont vraiment pas mal de règles du tout. Elles ont un petit stratagème grenade, mais qu'elles peuvent faire à distance, vraiment à grande distance. En termes d'attrition, on est quand même sur l'unité avec un certain punch, hein. Donc c'est à ne pas négliger, même si ça reste voilà, des petites chips hein, dans du 3. En tout cas, ça peut vous apporter énormément quoi, en termes de patates sur une table. Idem avec l'unité suivante qui est l'entourage de libre marchand, qui est vraiment une unité à ne pas négliger. On a vraiment des petits tricks de redéploiement, on a de l'infiltration, on a là aussi une pléthore d'équipements et de règles spéciales qui se superposent un peu. On est vraiment dans la grande tradition de l'escouade Kill Team adapté à 40k mais adapté fidèlement. Et idem, hein, un entourage de libre marchand, c'est quand même un gros sac de points de vie.
c'est des règles spéciales qui peuvent être impactantes et dès lors que vous la faites mener par exemple comme un navigateur, ça vous donne quand même pas mal d'éléments stratégiques en plus. Donc là, idem, admettons, on joue une escouade de libres marchands et 2 équipes de sapeurs de la marine impériale en alliés. Voilà, il faut penser la chose en mode qu'est-ce qu'ils foutent là, ces mecs-là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Quel sera leur rôle sur le champ de bataille? Et idem avec les suivants, donc l'Adeptus Arbites, qui là est quand même plus facile à intégrer. On est sur des troupes un peu plus génériques, mais néanmoins, idem en termes de valeur esthétique, ce ne sont pas des choses qui vont s'intégrer le plus naturellement du monde dans tous les régiments de garde impériale. En tout cas, même constat ici, les escouades d'Arbites. Donc on n'est toujours pas sur du terriblement impactant, mais en tout cas ça reste quand même des unités assez fiables. Ici, vous avez le choix par exemple de les embarquer dans des transports, et on peut s'imaginer voilà, des petites escouades d'Arbites embarquées dans des chimères qui seront également aux couleurs de l'Arbites. Eh bien, une escouade de 10 gars qui débarque d'une chimère avec des grosses matraques et des boucliers, franchement, il n'y a pas grand monde qui sera ravi d'accueillir ça dans les dents. Hein. Idem, vous avez encore accès à l'escouade de spécialistes Kill Team, qui a des règles assez sympas. Hein. La simple présence d'un médic, par exemple, donne un Philnopane à 5 sur toute l'escouade, donc on est quand même sur des châssis d'humains bien plus résistants que la normale. Par exemple, si vous les jouez avec des boucliers, vous avez à la fois une invue et potentiellement une Philnopane, c'est quand même pas mal du tout, quoi. C'est quand même pas mal du tout, mais c'est vrai que là, ces escouades d'Arbites, ce sont, je pense, parmi les plus facilement intégrables dans n'importe quelle armée. Donc là, idem, j'en ai mis chez mes custos, et cette escouade d'Arbites, je l'ai jouée plusieurs fois. Franchement, elle est assez précieuse. Ils ont plutôt tendance à jouer les gardiens de but en début de partie, hein. C'est-à-dire que pendant 2 tours, les mecs vont un peu empêcher l'ennemi de se déployer en FEP dans ma zone de déploiement. Et une fois que ça commence à sentir le sapin, hop, je leur fais une advance. Là, ils peuvent faire une advance équipée de fusils à pompe. Ça ne les empêche pas de tirer. Et les mecs, ils sont quand même assez fiables pour dévaster, par exemple, quelques survivants cultistes. Les mecs, ils sont faits pour ça, quoi. Pour un petit tir à courte portée. Alors certes, ça touche pas bien, ça fait pas beaucoup de dégâts, etc. Mais néanmoins, moi, je suis content de les avoir. Ne serait-ce qu'avoir ce petit repoussoir à FEP, ensuite de se faire un petit déploiement un peu dans l'urgence pour atomiser quelques survivants. J'aime bien les jouer comme ça. Et moi, surtout, ça me change, en fait, ça change un peu l'esthétique de mon armée, ça change ma présence sur table. Et c'est vrai que les dernières parties que j'ai fait en custo, à la fois avec des sœurs de bataille et des arbites, j'ai trouvé ça absolument kiffant. Ensuite, on a la fameuse escouade Terminator des Grey Knights. Alors là, pareil, pourquoi allez-vous intégrer des Grey Knights à votre armée de l'Imperium? Généralement, ça va impliquer la présence en face de démons. Si vous affrontez, par exemple, une liste full corn, là, vos petits Space Marines, ils seront bien contents d'avoir avec eux une petite escouade de Terminator Grey Knights. C'est quand même assez précieux. Donc là, comme les sœurs de bataille, on parle des unités réquisitionnées. Donc, quel que soit le format, vous n'en aurez qu'une seule de possible présente sur table. On peut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire que en termes d'alliés, dans ce codex Agent de l'Imperium, vous ne pourrez pas à la fois avoir des sœurs de bataille et des Terminator Grey Knight. Finalement, ça va dépendre du match-up. Et à vrai dire, ce codex entier se dessine un peu autour de ça. Les alliés vont principalement se jouer en fonction de ce que vous allez trouver en face de vous. Si vous affrontez, par exemple, des World Bearers, là, vous allez sortir un peu l'Ordo Hereticus. Si vous affrontez des démons, là, vous allez sortir les Grey Knights. Si vous affrontez des mutants, des rebelles, des cultistes, vous allez plutôt tendance à sortir l'Arbites. Bref, avoir un petit panel d'alliés potentiels, ça peut répondre à certains match-up. En tout cas, ce sera plus légitime qu'avec d'autres. Vous n'allez pas sortir, par exemple, des Grey Knights contre des Necrons. Ça n'a pas vraiment de sens. En tout cas, ça va vous permettre de varier un petit peu vos match-up et à leur donner plus de corps. On passe ensuite du côté de la Death Watch qui regroupe assez peu de choses. On va retrouver ce bon vieux Artemis, le maître de guet, le maître du guet qui est un peu l'équivalent d'un capitaine de la Death Watch, et une seule et unique datasheet, la Kill Team de la Death Watch. Alors là,
Et oui, et puis il y a également le petit volant, le Corvus Black Star, figurine que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais en tout cas, sur la Deathwatch, s'il y a bien un truc qu'ils ont merdé en termes de règles dans ce codex Agent de l'Imperium, c'est ça. La Deathwatch, franchement, on va pas se mentir, on le verra plus tard, c'est absolument injouable. Donc je ne vais pas m'attarder sur les datasheets de la Deathwatch, tout simplement parce qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une autre émission, je pense bien. La Deathwatch, j'aime beaucoup. Et donc pour finir, bien, on a affaire aux 4 stars du codex qui vont être les assassins. Alors les assassins, on parle ici d'unités extrêmement spécialisées. Honnêtement, les datasheets sont plutôt bien connus, donc je ne vais pas revenir dessus outre mesure. En tout cas, il y a une originalité qui fait partie de ce codex, c'est que les coups en points vont être différents, que vous jouiez certaines unités en allié ou au sein d'une faction entière agent de l'Imperium. Et donc c'est particulièrement le cas, par exemple, pour les assassins. C'est que par exemple, un assassin comme le Vindicar, il va coûter une véritable couille dès lors que vous le jouez en allié, tout simplement parce que son apport est immense. Que voilà, n'importe laquelle de vos armées Imperium va soudain devenir terrifiante pour les personnages ennemis. Et donc, c'est un recours extrêmement facile, donc c'est normal qu'il coûte plus cher en points. Tandis que dans une faction entière d'agents de l'Imperium, qui va être d'office une faction avec d'énormes trous, une faction qui va être difficilement jouable, en tout cas de manière compétitive, ou voilà, on va pas jouer ça pour scorer, quoi. Là, voilà, l'adjonction d'un assassin va juste en fait sauver les meubles. Mais c'est vrai que tous ces assassins ont des règles terriblement impactantes. Un Vindicar, franchement, c'est quasiment de l'auto-kill sur un personnage pas trop bourrin, comme par exemple un technomancien Necron. Le mec, il a vraiment peu de chances d'en sortir. Le Vindicar est terrifiant au tir, tout comme l'Eversor est terrifiant au corps à corps. L'Eversor, en termes de règles, c'est simple, c'est que vous pouvez traverser la table T1. Vous pouvez traverser la table T1 et la première cible qui vous fera face, eh bien, vous allez l'envoler en intégralité parce que le mec est un véritable tueur. Il a vraiment voilà, sa petite règle qui s'appelle sur-extermination. Bon, si tu veux, tu ajoutes 6 à sa caractéristique de mouvement. Le mec, il est éclaireur 9 pouces, donc il a un mouvement de pré-game de 9 pouces. C'est énorme, son mouvement normal est de 9. Bon voilà, je vous laisse calculer, c'est mouvement de 9, plus ensuite mouvement de 15, plus ensuite mouvement de charge. Bon, voilà, le mec traverse la table entière. Par contre, c'est un missile. Par contre, dès lors que quelqu'un va lui retaper dessus, nul doute qu'il va un peu morfler. Donc, les règles des assassins, honnêtement, elles sont cool. La Calidus est toujours aussi bonne. Franchement, on l'a beaucoup vu sur les tables. Le Culexus, c'est le plus difficile à jouer, mais néanmoins, dès lors qu'il s'en prend à un Psyker, c'est une promesse de mort, ça ne va pas faire un pli. Et le Vindicar, c'est une menace terrible pour toute forme de personnage qui lui fait face. Donc ces assassins, là idem, faut pas surjouer le truc, quoi. Faut pas surjouer le truc. Moi j'ai envie de dire, c'est pour les grandes occasions, sortir un assassin. C'est vraiment pour les grandes occasions. Donc ne faites pas n'importe quoi. Si vous faites des parties sympas entre potes, ne mettez pas à la fois un Eversor et un Vindicar. Ça va pas être possible. Ça va être imbuvable. Donc restez sages à ce sujet. Et pour finir, le codex, on va parler des sœurs de bataille, alors qui sont franchement un des choix d'alliés les plus sexy, parce que déjà les figurines sont superbes, et puis en plus ça vous donne accès à un petit transport bonus. Donc on peut choisir le Rhino sans surprise, mais on a également accès dans ce codex à l'Immolator. Donc l'Immolator est un transport de capacité réduite, mais néanmoins, il va vous permettre de splitter votre unité en deux. Donc cette unité alliée de sœurs de bataille, vous ne pouvez en prendre que 10, c'est figé à un nombre de 10. Et du coup, l'adjonction d'un Immolator vous permet de splitter cette escouade en deux, n'en faire embarquer que 5, et de garder l'autre escouade de 5 ailleurs. Donc typiquement, moi je les joue, donc j'ai mon escouade de 10, donc dans une escouade, il y a quelques armes spéciales, quelques armes lourdes, donc typiquement, je mets tous mes lance-flammes
embarqué dans l'immolator. Donc cet immolator, je le projette, il fait du barbecue, je débarque mes sœurs, elles ont des armes spéciales, IDM à courte portée, c'est du lance-flamme et tout, c'est très sympa. Et l'autre moitié de l'escouade, généralement, je la garde bien au chaud dans ma zone de déploiement pour faire de l'anti-FEP. Voilà, leur place, c'est la cuisine. Elle reste bien sagement à la maison. En tout cas, voilà, dans les choix d'alliés que nous propose ce codex, franchement, une escouade de sœurs, ça aura toujours fort belle allure dans n'importe quel chapitre Space Marine. C'est quand même sympa d'avoir ce modèle de châssis. Après, est-ce vraiment décisif sur une table? Là encore, pas du tout. Mais un petit immolator, quand même, avoir cette espèce de gros lance-flamme mobile, c'est quand même plutôt cool. Bon, voilà, vous pouvez l'équiper de multifuseurs, mais personnellement, un truc qui s'appelle immolator, je vais pas l'équiper autrement qu'avec des lance-flammes. En tout cas, un petit combo de troupes en alliés qui est parmi les plus séduisants. Voilà. En plus, vous pouvez vous amuser à mettre cette petite escouade de sœurs de bataille, pourquoi pas, aux couleurs de votre propre chapitre ou de votre régiment de la garde impériale. Moi, donc c'est ce que j'ai fait avec les custos. Donc ensuite, en termes de peinture, de modélisme et tout, le fait de jouer des alliés, ça permet de s'amuser un petit peu avec les couleurs. Par exemple, mes custodes sont donc dorés avec des tissus bleus et des pointes de blanc. Typiquement, mes sœurs de bataille, je les ai fait en blanc avec des tissus bleus et des pointes de doré. Quelque part, on inverse un petit peu le schéma, tout en restant dans la même palette de couleurs. Idem mes Arbites, cette fois je les ai fait entièrement en bleu avec des touches de blanc et de doré. Tout ça sur une table, ça vous amène quand même une variété vachement bienvenue et c'est mignon comme tout. Donc on peut s'amuser avec ça, typiquement, voilà, une armée de Blood Angel, donc qui est rouge avec des touches de noir. Vous recrutez une escouade de sœurs de bataille. Par exemple, vous pouvez choisir l'ordre de la rose sanglante qui est rouge et noir également, donc il va faire un beau raccord de couleurs, ou également le Notre-Dame des Martyrs qui de mémoire est tout simplement noire et blanche, ça va matcher aussi. Donc là, jouer des alliés, c'est également l'occasion de s'amuser avec les palettes de couleurs, de changer un peu d'air, et au sein de votre peinture d'armée, ça va faire du bien, ça va faire des petites parenthèses de couleurs assez bienvenues. Donc en tout cas, dans le choix des alliés, on a quand même pas mal d'options qui sont toutes plus sexy les unes que les autres. Donc pour moi, la plus sexy reste carrément les sœurs de bataille. Tout le monde sera content d'avoir des sœurs de bataille au sein de ses rangs. L'Adeptus Arbites embarqué dans des chimères, c'est très sympa aussi parce que ça, en plus, c'est un petit projet modélisme super. En plus, les figurines sont top. Vous pouvez jouer 3 escouades différentes. C'est quand même très cool. La Deathwatch, alors voilà, ça, je pense vraiment faire une émission dédiée sur la Deathwatch parce que ça m'intéresse. La Deathwatch, on va pas se mentir, en termes de projet modélisme, c'est tout simplement le projet modélisme le plus ambitieux que vous ayez à faire du côté Space Marine. L'offre commerciale en figurines étant soit ridicule, soit néante, là, il va falloir la créer de toutes pièces, votre Deathwatch, votre Kill Team Deathwatch, et là, on va être sur quelque chose de très, très intéressant en termes de modélisme. Donc ça, je pense en parler plus tard. Moi, la Deathwatch, j'adore ça, ça m'intéresse, c'est ça, c'est vraiment un projet très ambitieux côté Space Marine en termes de kit bash. Je pense que c'est très cool. En tout cas, jouer de la Deathwatch en allié, évidemment, pareil, tout le monde va avoir envie de ça. Une armée de garde impériale, là, avoir une présence de l'Astartes sur table, putain, c'est pas rien. Là, c'est vraiment un allié précieux. Tout comme la jonction, il y a 2 Grey Knights. Là, on parle d'alliés enclumes quelque part. On parle d'alliés dont la présence sur table peut être décisive. De toute façon, tous les châssis qui ne sont pas humains, comme tout ce qui est SM ou Grey Knights, c'est des alliés vraiment costauds. De toute manière, ça coûte quand même relativement cher en points et c'est bien normal. En tout cas, voilà, vraiment des choix d'alliés vraiment très, très, très sympas. Dans les aspects narratifs, disons que les plus difficiles à intégrer, ça va être tout ce qui se rapporte à l'équipage de vaisseau spatial, donc les cosmomarins, les sapeurs de la marine impériale. Là, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment du régiment que vous jouez, ça dépend vraiment de l'aspect esthétique de votre armée, parce que tout ne collera pas. Moi, voilà, les libres marchands, très pimpés de partout, couverts de bijoux.
voilà, on les imagine mal intégrer les rangs d'une colonne blindée de Talarn, par exemple. On sera un peu hors sujet. Et la petite suite inquisitoriale, alors celle-là, vous la gardez uniquement pour bâtir du scénario spécial. Alors certes, ça fait cher payer l'unité pour juste faire des petits scénarios spéciaux. Bah, néanmoins, on est content de l'avoir. Donc moi, j'ai fait ça. J'ai ma petite Greyfax avec sa petite suite inquisitoriale. Je pense franchement l'intégrer dans quelques parties narratives qui verront mes custodes en action. En tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir de peindre ces figurines-là. Ça m'a permis de changer d'air. Donc, on va enchaîner ensuite sur ce que sont les différents détachements de ce codex agent de l'Imperium. Et là, honnêtement, je pense passer très vite là-dessus parce que globalement, c'est ni fait ni à faire. On va pas se mentir. Si la partie lore du bouquin est quelque part un petit cadeau fait aux fans, du côté des règles, les mecs, ils ont un peu fait n'importe quoi. Donc, on commence par l'Ordo Xeno. Donc, l'Ordo Xeno, il synergise uniquement avec la Deathwatch. Mais cependant, la Deathwatch, dans ce bouquin, vous avez 4 datasheets. Vous avez Artemis, le maître de guet, la kill team et l'avion. Donc là, en fait, on est sur un détachement qui vous propose de jouer une armée entière avec ces seuls datasheets là. Bon voilà, les joueurs historiques Deathwatch savent comment ça marche. On pouvait jouer des Terminators, plusieurs escouades de spécialistes différentes. Ici, en fait, ils font table rase de tout ça et ils vous proposent 4 pauvres datasheets pour en faire une armée entière. Évidemment, c'est pas jouable, personne n'a envie de ça. Et du côté des règles, c'est très très générique. Ça reste quand même sympa parce que ça illustre le fait que la Deathwatch a par exemple le recours à des munitions spéciales. Mais bon, là, en termes de règles, ça vous donne soit létal, soit touche soutenue. Enfin bref, on est vraiment sur du... C'est complètement no-brain, quoi. On a certes une petite adaptivité stratégique qui est inscrite dans l'ADN de la Deathwatch, y compris le différent choix de type de munitions qui s'incarnent sous la forme de stratagèmes, et le recours à de la FEP et du retour en téléportarium. Bon bref, c'est quand même pas mal. On va retrouver un peu cet esprit-là dans l'index Deathwatch que Game Workshop nous ressort durant son calendrier de l'Avent. C'est pour ça que je vais pas m'éterniser là-dessus. Et surtout, là, ce qu'on remarque de pire dans ce détachement-là, qui est un peu écrit avec les pieds, c'est elles sont où les règles anti-Xeno? Là, en fait, le truc a été pensé pour pouvoir affronter n'importe quel type de faction, mais vraiment, est-ce qu'on a envie de jouer contre autre chose que du Xeno dès lors qu'on a envie de sortir de la Deathwatch? Je veux dire, y compris en tant qu'allié. On va pas recruter de la Deathwatch dans son armée de l'Imperium s'il n'y a pas de Xeno en face, ça n'a pas de sens. Donc bâtir une armée de ça avec ces règles-là, c'est tout simplement l'impasse totale. Les unités autres que la Deathwatch ne profitent d'absolument aucune règle, donc c'est à oublier, on ne peut pas faire quoi que ce soit de ces règles-là, mais la Deathwatch, je vais y revenir dans une autre émission, soyez-en sûrs. On trouve ensuite l'Ordo Hereticus, donc qui, comme son nom l'indique, a tendance à brûler, à faire du barbecue de mutants et d'hérétiques. Donc là encore, on a des règles très génériques qui sont quand même sympas. On a des petites options de redéploiement. En fait, ce détachement-là, c'est le fourre-tout total. Vous avez pêle-mêle de l'accès à du Feel No Pain, du Lethal Hit, du précision, du tir réactif, du mouvement réactif. C'est le fourre-tout total. Mais en fait, c'est un fourre-tout qui vous est proposé tout simplement de quelle manière? Eh bien, de manière à pouvoir faire face à absolument n'importe quoi. En termes de règles, Game Workshop a pensé le truc de manière tout simplement à ce que ce soit jouable. En tout cas, entre les lignes, on peut noter quand même un projet d'armée beaucoup plus plausible, qui regrouperait pas mal de membres de l'Adepta Sororitas, donc dans des Immulators, dans des Rhinos, et également pas mal d'Arbites logés dans des chimères. Naturellement, à la tête de tout ça, on mettrait un big boss de l'Inquisition, avec sa petite suite, etc. On est quand même sur un projet d'armée beaucoup plus sexy en termes de modélisme. Et donc, finalement, dans ce projet agent de l'Imperium, on peut voir parfois le truc se dessiner comme ça.
pourquoi pas se monter une petite liste d'armées de l'Ordo Hereticus, par exemple une liste à 1000 points, donc qui regrouperait un inquisiteur, sa petite suite, des arbites embarqués dans des chimères, des sistas en rhino ou en immolator, pourquoi pas un assassin, pourquoi pas une petite suite de libres marchands. Tout ça, assez rapidement, ça vous donne 1000 points. Et cette armée 1000 points, qu'est-ce qu'elle peut représenter à long terme? Donc là, déjà, elle vous est proposée avec un détachement tout à fait jouable. On est sur des règles qui ne cassent pas des briques, mais en tout cas, vous n'aurez jamais honte, je pense. Le truc est jouable. Le truc peut prendre la forme d'une espèce de transport blindé de troupes, hein. Donc on est quand même sur du costaud. Et une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez une petite liste à 1000 points que vous pouvez jouer de temps en temps, cette liste à 1000 points, elle peut représenter un vivier d'alliés potentiels pour vos autres armées de l'Imperium. On peut un peu conceptualiser le truc comme ça. En tout cas, jouer une petite faction de l'Ordo Hereticus, là, en termes de règles, c'est possible. Ce qui nous manque en fait là-dedans, c'est elles sont où encore les règles anti-chaos. Franchement, jouer de l'Ordo Hereticus, on va pas mettre ça en face d'Eldar. On va évidemment avoir envie de jouer ça en face d'hérétiques, tout simplement. Et donc, quand on fait ce petit effort de match-up très narratif, on n'a même pas quelque part de règles anti-chaos à se mettre sous la dent. Donc, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il aurait fallu assumer ce choix un peu du détachement narratif jusqu'au bout. On a vu ça dans des codex V10 précédents, par exemple dans le codex Custodes, vous avez un détachement Sœur du Silence. Ce détachement Sœur du Silence, il n'a pas d'autre vocation que de faire de la baston narrative contre une liste adverse, principalement peuplée de Psykers. Là, en fait, dans ce codex, je pense qu'ils auraient dû jouer à mort ce truc-là. C'est OK, on vous offre des règles de niche, mais néanmoins, si vous jouez de l'Ordo Hereticus et que vous avez un adversaire qui regroupe une horde de mutants et d'hérétiques, donc vous avez un détachement pour ça dans le codex SMC, là, vous allez vous régaler. On vous offre des règles qui vont vous permettre de faire un véritable barbecue contre une horde dégénérée de l'étoile à 8 branches. Donc là, ça aurait pu être sexy. Bon, là, les règles ont été écrites de manière beaucoup plus générique. Voilà, tout simplement de façon à ce que cette armée ne soit pas ridicule en face de toute autre faction. Du côté de l'Ordo Malleus, alors là, c'est simple. Ce que je reprochais à l'Ordo Hereticus, là, ils l'ont fait. Ils vous ont offert des règles qui vous permettent réellement de bâtir une force de l'Ordo Malleus pour faire face à des démons. Et toutes les règles ont été écrites comme ça. Alors là, c'est assez étonnant, parce que moi, c'est ce que je reproche vraiment principalement à ce codex, c'est de ne pas prendre en compte les match-up, on va dire, d'affiliation naturelle. Pour celui-là, ils l'ont fait. Alors, je ne me l'explique pas pourquoi ils ont autant emmerdé la Deathwatch et les Reticus. Et là, le Malleus, il t'offre un vrai truc ça t'offre sur un plateau un vrai match-up narrative avec des règles adaptées. Cette fois, on a des vraies règles anti-démons. Donc voilà, pêle-mêle, le mot-clé anti-démon, on va le retrouver partout. Vous avez également de l'anti-FEP qui vous permet justement de lutter contre la règle principale des hordes démoniaques qui peuvent faire des FEP un peu partout sur la table à moins de 9 pouces. Là, vous allez pouvoir leur mettre des bâtons dans les roues à ce niveau-là. Vous avez accès à du rapid ingress gratos et à naturellement beaucoup d'interactions différentes avec les Grey Knights. Donc je ne vais pas revenir sur les règles en détail, mais en vrai, l'ensemble est vraiment très très sympa. Et là, directement, quand on lit ça, on a directement un projet d'armée assez cool qui se dessine. Et notamment, le joueur Grey Knight, dès lors que son adversaire va lui dire aujourd'hui je me pointe en full Slanesh, il aurait bien tort de se passer de ce détachement-là qui lui permet d'avoir de vraies armes anti-démons et tout simplement une manière différente de jouer ces Grey Knights par rapport à l'index. Donc là vraiment on est sur un détachement très très cool qui s'offre sur un plateau en vrai pour le joueur Grey Knight. Et donc ce joueur Grey Knight, outre le fait de changer de détachement, il va pouvoir également piocher
dans les datasheets supplémentaires que lui offre ce codex agent de l'Imperium. Donc pourquoi pas avoir un petit inquisiteur en plus, sa petite suite, pourquoi pas quelques sœurs de bataille. Bref, là on est sur quelque chose de sympa. Ça a été bien écrit, ça prend en compte le match-up pour lequel est taillée une armée de Grey Knight. Donc vraiment, moi, là, si vous êtes joueur Grey Knight, je ne puis que vous encourager à jeter un œil à ce détachement. Naturellement, ça va vous imposer des limites, c'est que vous ne pourrez pas, par exemple, jouer de Grey Knight, Nemesis ou ce genre de truc. Mais en tout cas, là, le plaisir du jeu, il sera, je pense, présent. Donc là, typiquement, prenez côté As, par exemple, sur ce genre de match-up. En face de vous, il y a du full Khorne ou du full Slaanesh ou que sais-je. Intégrez côté As dans une escouade de Grey Knight. Ça vous donnera à quelques outils stratégiques en plus. C'est très sympa. Donc on reste sur un petit détachement assez anecdotique. Voilà, personne ne l'a vu, ce détachement. Personne ne joue ça en tournoi ni rien. Mais en tout cas, pour le joueur Grey Knight, pourquoi pas. C'est l'occasion de changer d'air. Je vois ça plutôt dans des petits formats 1000 ou 1500 points. Changer d'air avec un petit détachement dans lequel il va changer un peu de troupes. Il va varier un peu sa liste. Ça, c'est très sympa, c'est exactement ce qu'on aurait voulu voir pour chacun des ordos. Et donc, on finit avec le dernier détachement qui concerne la flotte impériale. Alors là, on est sur un projet complètement tordu et hyper ambitieux avec des règles mais plus bancales, tu meurs. Et alors, dans ces règles, on trouve vraiment de tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a beaucoup de frappes en profondeur, il y a beaucoup de redéploiements, il y a pêle-mêle de l'invu, de l'anti-précision. Donc là, moi, je lis ça, mais je trouve ça extrêmement bizarre. Et surtout, c'est en inadéquation totale avec les figurines. Ces bonus de mouvement, de redéploiement, de frappe en profondeur, voilà, ils les ont écrits de manière à ce que ça représente le fait qu'on parle de l'équipage d'un vaisseau spatial. Ouais, pourquoi pas, mais à la lecture, le truc est complètement foutraque. Donc là, ça a tendance à regrouper quoi, cette armée-là ? Donc c'est les cosmomarins en armes, les libres marchands, les navigators et les sapeurs de la marine impériale. Donc déjà, tout ça, on les imagine mal embarqués dans des transports. Leur transport, finalement, c'est quoi ? C'est leur vaisseau. Et là, parler d'une armée entière basée là-dessus, on est sur quelque chose de complètement foutraque. Et à vrai dire, c'est très drôle parce que les règles sont tellement foutraques, ce détachement, il est devenu la cible de quelques compétiteurs qui se sont pointés en tournoi avec cette liste-là. Donc dans une liste, mais vraiment qui n'a aucun sens en termes de construction, parce qu'on y retrouve de tout et n'importe quoi. Néanmoins, les règles, elles sont tellement débiles, enfin, on trouve tellement de tout dans ces règles que l'optimisateur, il a réussi à s'en emparer pour faire une règle de la marine impériale complètement pétée. Donc ça, c'est très rigolo. Et bon, ça veut bien dire que le truc a été écrit avec les pieds, parce qu'un détachement à vocation narrative tournant autour des libres marchands devient un truc complètement turbo, méta, killer sur les tables de la Ligue 1. Donc ça, là, on parle, enfin pour moi, là, c'est un projet injouable. Et néanmoins, s'il vous prend l'envie de le faire, d'avoir par exemple une armée de 1000 points entièrement composée d'équipages de vaisseaux spatials, sachez que là, ça doit faire partie des projets modélisme les plus ambitieux que vous propose le jeu, je pense. Un projet entier libre marchand, accroche-toi, là c'est chaud. En termes de conversion, de figurines, on va pouvoir piocher quand même dans Necromunda, on avait parlé de ça dans l'émission Kill Team. Voilà, on parle de figurines très belles, ça faut pas l'oublier, donc pourquoi pas. En tout cas, si vous avez envie de jouer ça, ne comptez pas trop sur les règles. Honnêtement, c'est vraiment foutraque à crever. Mais en tout cas, ça n'empêche pas d'être très puissant apparemment. Donc pourquoi pas mettre des 20-0 à une liste full Ctan Necron avec vos libres marchands. Apparemment, c'est possible. Donc bref, ces détachements, ils valent ce qu'ils valent. En tout cas, Game Workshop a quand même fait l'effort de les faire. Ils donnent quand même quelque chose, quoi, ces détachements. Ils donnent des idées. Le seul vraiment qu'on puisse oublier totalement, c'est Lord Xeno, la Death Watch, tout simplement, parce que voilà, la Death Watch, l'index connaît une petite refonte de Noël. On en parlera bientôt. Il y a d'autres manières de jouer Death Watch, quoi.
Mais en tout cas, ce codex donne quand même beaucoup d'idées. Et à vrai dire, c'est tout ce qu'on lui demandait, quoi. Le codex Agent de l'Imperium, c'est un petit bonus. C'est un petit bonus qui est sorti durant la période estivale où tout le monde se repose. Voilà, ça vous offre quand même une bonne cinquantaine de pages de lore qui est tout à fait agréable à parcourir. On retrouve un habillage graphique extrêmement violent. Là, on est vraiment dans la fange la plus terrible de l'Imperium. Je pense aux gens qui voient des fachos partout. Par exemple, Jean du Jardin en Marcel avec une baguette durant la Coupe du Monde de rugby. C'est facho. Non, là, il y a que ça, du facho dans ce bouquin. On est vraiment dans l'Imperium, dans ce qu'il a de plus dégueulasse. Mais on aime tout ça. Ça rejoint ce fantasme de puissance, d'anti-hérétique. Voilà, on aime tout ça depuis la V3, depuis le bouquin d'Inquisitor. Voilà, cette partie-là de l'Imperium, on aime l'embrasser de temps à autre. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup d'idées à la lecture de ce codex Agent de l'Imperium. Je trouve que le système d'alliés est quand même bien foutu. Il y a quand même des espèces de contre-mesures, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir n'importe qui, n'importe quoi en tant qu'allié. Ça va dépendre du format, ça va dépendre des mots-clés. Parce que c'est vrai que s'ils avaient permis, par exemple, l'adjonction de 2 à 3 escouades de sœurs de bataille embarquées dans des immolators, il y aurait eu des listes d'Imperium qui auraient beaucoup trop gagné à ce genre de deal-là. Donc là, le truc a quand même été encadré de manière à ne pas pouvoir péter quelque part l'ADN de l'armée Imperium de base, quoi. Donc vous n'allez pas complètement altérer votre chapitre Space Marine. Par contre, vous allez ajouter principalement du fun, de l'esthétique, parce que vraiment ajouter de l'Arbites, de la Sœur, du Grey Knight et tout, on part quand même sur une esthétique très cool. Mais c'est un peu une boîte à idées comme ça. Tout le monde y trouvera son compte, je pense. Tous les joueurs Imperium auront au moins cette petite idée. Donc il y en a des plus séduisantes que d'autres, ça c'est une certitude. Mais en tout cas, ce bouquin, c'est une espèce de petite boîte à idées bien fichu, bien encadré, avec des règles. Donc là, si on parle des règles de détachement, on est vraiment sur l'ultra marché de niche. Ça va juste vous permettre de faire un petit match-up différent de temps en temps. Mention spéciale quand même à Lordo Malleus, qui a de vraies règles anti-démons. Là, je pense que un petit scénario narratif du genre seul contre tous. Une enclume de chevaliers gris qui fait face à une horde de sanguinaires de cornes. Évidemment qu'on a envie de voir ça. Et là, ça tombe bien, le bouquin vous l'offre sur un plateau. Donc, bon travail sur cette partie-là. Par contre, évidemment, le reste des règles. Et dans le pire des cas, c'est très mauvais. Dans le meilleur des cas, c'est juste sympa. Bon, bien, je pense pouvoir m'arrêter là pour cette petite review express du Codex Agent de l'Imperium. Peut-être qu'elle vous aura donné envie. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie directement de savoir qu'on puisse piocher dans toutes ces unités vraiment très cool pour un peu varier les plaisirs de ces listes Imperium. C'est très chouette et notamment, on va avoir envie de piocher dans ce que sont évidemment les figurines les plus belles. Donc clairement, Sœurs de bataille, Arbites, tout ce qui est libre marchand, les sapeurs de la marine impériale qui sont magnifiques. Tout ça, c'est très cool. Et de l'autre côté, dans ce qui est un peu désuet, on a franchement hâte de revoir du Grey Knight à la belle échelle. Ça, franchement, je pense que le jour où ils nous sortent ce truc, ça va piquer fort au portefeuille. Tout le monde va vouloir avoir au moins une petite escouade d'alliés Grey Knight. Ça me semble évident. Et également du côté de la Death Watch, où là, à l'heure actuelle, c'est des figurines super stylées. Tu peux en avoir, mais par contre, il va falloir bosser par toi-même, mec. Donc, on attend de voir comment va se développer l'offre en figurines. On attend de voir également la viabilité de ce système d'alliés. Voilà, là, ça a été mis en place. C'est un peu inscrit dans le marbre pour la V10. On espère voir la chose perdurer en V11 parce que si on s'est mis à construire et à peindre des escouades d'alliés qui ensuite ne seront plus couvertes par des règles, bon, là, on pourra se les mordre. Ce serait pas sympa. C'est un peu le problème de ce genre d'ouvrage. On se pose des questions sur sa viabilité à long terme. En tout cas, pour l'instant,
On aurait bien tort de se priver, de ne pas jouer quelques petits alliés pour varier les plaisirs, pour varier l'esthétique, pour faire tout simplement quelque chose de beau et de potentiellement narratif, parce que vraiment, c'est un petit pouce au crime, hein. Le simple fait d'intégrer une escouade d'inquisiteurs, une escouade d'arbites, une escouade de Sista, naturellement, c'est quelque chose qui va pouvoir enrichir vos petits scénarios maison. Et c'est exactement tout ce qu'on veut. Ça tombe bien. Donc, Codex Agent de l'Imperium, franchement, globalement, sympa. Le travail a été fait. Le livre est très joli. Ne vous privez pas d'y jeter un œil par moyen, sur des voies légales ou moins légales, peu importe. Ne vous privez pas de cette petite redécouverte, à mon sens, très jolie. Pour l'instant, c'est le codex le plus mignon de la V10. Donc, on aura bien tort de ne pas y jeter un œil quand même. C'est tout pour cette petite review. Bon, pas piqué. Voilà, j'ai pas beaucoup travaillé, on va pas se mentir. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à en dire, hein, finalement. En tout cas, ne vous privez pas, si vous êtes joueur de l'Imperium, de piocher dans ce qui est beau, dans ce qui a, voilà, dans ce qui a de la gueule, quoi. Et voilà, ce codex a vraiment principale vocation à ça. Le système d'alliés, mangez-en. Franchement, c'est que du bonus, c'est que de la beauté, tout ça. Portez-vous bien les loups. Je reviens très vite vers vous pour parler un peu actualité. Portez-vous bien. Bonne période de l'Avent, bonne période de Noël. À très vite. Ciao.